Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'ENS. Dans ce cours aux Ernest, nous allons vous parler, dans ce deuxième cours, de comment a-t-on fait et fait-on des mathématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sur la chaîne YouTube ou à envoyer un mail au cours aux Ernest. Alors, cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo précédente. Donc, nous allons faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, je m'appelle Constantin Vaillant-Penzer et donc vous pouvez me contacter par les commentaires YouTube. Ce cours-là est ouvert à tous et à toutes et ne nécessite pas de prérequis si ce n'est de voir la vidéo précédente. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de ce que c'était les mathématiques, de la manière moderne de faire les maths, et nous avons été jusqu'à la fin de cette page des premiers de l'arithmétique, de la géométrie grecque, de la première formalisation et axiomisation par Euclide, la naissance des probabilités avec la correspondance de Pascal et Fermat, et un petit peu de la géométrie non-euclidienne. Alors maintenant, nous avons tout savoir. Donc, le monde est écrit en langage mathématique et les mathématiques viennent beaucoup du monde. Voilà ce qu'il fallait retenir de la dernière fois. Il y a deux qualités chez les mathématiciens. La première, c'est la rigueur. Voilà, comme Abel. Mais il y a aussi, bien sûr, l'inventivité de l'air, ou des gens quelquefois qui sont les deux à la fois. Nous étions ensuite entraînés sur un petit exercice très classique. Puis ensuite, nous étions allés en Égypte antique, dans les premières civilisations de l'Antiquité, pour voir comment les maths allaient commencer. Vous en souvenez-vous? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ensuite, nous étions allés en Grèce. Nous avions discuté avec Socrate et Ménon. Nous avions compris que faire des mathématiques, c'était retrouver des éléments, des objets que l'on crée et retrouver les propriétés dans ce que l'on crée, dans des choses qui existaient déjà avant. Et nous avions vu comment est-ce que Euclide faisait de la géométrie sans algèbre, ce qui est très différent de ce que nous faisons aujourd'hui et de ce que je vais faire dans notre cours sur la géométrie. Ensuite, nous avons eu une très belle correspondance entre Pascal et Fermat qui marque le début de la probabilité par la résolution du problème du chevalier numéré ou du problème des parties. Voilà. Nous en étions restés ici, sur comment est-ce que l'on construisait M. On verra cette définition, nous allons commenter la dernière fois, et on verra que cette définition reviendra un petit peu cette même slide un tout petit peu plus tard. Alors, nous avons un problème qui est, comment dire, disons un problème de théorie des ensembles. On a défini qu'est-ce que c'était qu'un ensemble dénombrable. Mais le problème, par exemple, c'est-à-dire en gros qui est une bijection vers l'ensemble des entiers naturels. Mais nous n'avions pas expliqué, par exemple, ce qu'était que R, par exemple, n'est pas dénombrable. Et il y avait une grande question à l'époque qui se posait. C'est pourquoi est-ce que tout ensemble infini de R est en bijection bien avec R, bien avec N? Est-ce qu'il y a, disons, d'autres mesures de dénombrabilité entre R, l'ensemble des réels, et l'ensemble des entiers naturels? Voilà, ce sont des questions que les mathématiciens se posent. En fait, ça nécessite un petit peu le développement de série entière, mais bon, spoiler, la question n'est toujours pas résolue.
Mais c'était pour ça qu'ils ont fait tout ça, pour ne pas résoudre la question. Mais ça permet aussi ce dont je vais vous parler, de donner une base aux mathématiques, une base formelle, dont beaucoup se moquent, et même Bourbaki, dont nous parlons après, qui a écrit tout un livre là-dessus, a trouvé cela très très fastidieux à faire, et c'était d'un intérêt très peu. Nous allons y consacrer un petit bout de temps. Voilà. Bon, je sais qu'il ne faut pas critiquer Bourbaki ici, parce que, évidemment, nous sommes dans le temps, mais nous en parlerons. Vous vous souvenez sûrement de comment est-ce que l'on avait montré que R n'était pas dénombrable. On avait dit que R était en bijection avec 0,1. Puis ensuite, on avait construit une suite d'éléments avec des 3, et un peu partout, etc. Et on s'était rendu compte que on pouvait construire aucune suite. Enfin, qu'il y avait, en fait, il y avait un truc qui ne pouvait pas être une suite dans 0,1. Donc, c'était forcément pas, qu'aucune suite ne permettait de rendre compte d'un certain élément de 0,1. Et donc, en fait, ce que c'est aucune suite, donc aucune bijection de n, donc 0,1 n'est pas dénombrable. Voilà. En bijection avec n. Alors voilà. Première question, comment est-ce qu'on peut définir les ensembles? Mais est-ce qu'un ensemble, un ensemble, évidemment, c'est une collection d'objets? Mais encore faut-il poser ça formellement. On n'a rien au départ, on n'a rien, même pas l'ensemble vide. Rien, le néant, le chaos, même pas Dieu tout de même, il n'est pas défini. Donc, voilà. Alors, première chose qu'il faut se dire, c'est comment définir un ensemble. La première manière de définir un ensemble, c'est-à-dire on a le droit de définir un ensemble en donnant la liste de ces événements. C'est par exemple ce que l'on fait si je dis A est égal à A B. C'est, voilà, je dis A, je le définis comme ça. Là, c'est l'axiome d'extensionnalité qui est proposé par Cantor en 79, ainsi que l'axiome de compréhension. C'est-à-dire, je dis une propriété et je dis, je peux définir un ensemble tel que j'ai cette propriété. Enfin, ça semble assez logique. Par exemple, D, c'est par exemple l'ensemble des personnes aimant les frites. Voilà, là, je dis, voilà, c'est une propriété. Tu es une personne, tu aimes les frites, tu les cette propriété, maintenant B. Tu veux dire aussi, et puis aussi, bon, bien sûr, on a un autre truc, c'est l'axiome de compréhension, qui est totalement un axiome d'extension, c'est-à-dire que on prend les éléments qui vérifient cette propriété. C'est-à-dire, par exemple, qui sont tous les ensembles de type, de ce type qui vérifient que X est là-dedans en prenant une partie de l'axiome d'extensionnalité. En fait, là, c'est ce que je fais. Je dis, je prends les personnes, donc j'ai un ensemble de personnes. Là, je prends une propriété dedans, voilà, qui est cohérent pour les gens de type personne. Personne est un type, ce n'est pas un ensemble. Un autre ensemble, par exemple, je peux définir C
c'est, je dis, ce sont donc ce sont par exemple l'ensemble des x tel que P de x égale x est une phrase française de moins de 100 caractères, par exemple. Et voilà, ça me permet de dire un ensemble. Alors ici, peut-être que les notations vous interrogent un petit peu de ce que vous pouvez voir au tableau, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, pour tout A', deux points en de T, c'est-à-dire que ce sont des éléments de ce qu'on appelle un type ensemble. Ce sont des choses qui, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est un type. On ne l'a pas défini, mais il faut bien partir de quelque chose. Ce sont des machins qui ressemblent un peu ensemble. Et là, ça veut dire que A est égal à A', ça veut dire que on dit que deux ensembles sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments, tout type d'ensemble de type tau. Donc, c'est des éléments qui contiennent tau. Bah, s'ils ont les mêmes éléments, exactement les mêmes éléments, alors ils sont égaux. Voilà. C'est équivalent, ça semble évident, mais encore fallait-il le poser. Et là, c'est-à-dire qu'il existe un A, un ensemble A, tel que qui regroupe exactement les éléments qui vérifient la propriété P. Voilà. Et l'action de compréhension, c'est que je prends que je peux choisir que je prends des éléments. Et donc voilà, ça, il y a un autre axiome qui est important, c'est le fait que j'ai le droit de choisir des éléments dans un ensemble, c'est ce qu'on appelle l'axiome du choix fini. L'axiome du choix fini, c'est-à-dire le droit d'utiliser, il existe. En fait, il est équivalent à un autre principe aristotélicien que nous avons vu, qui est le principe du tiers exclu. C'est-à-dire le principe du tiers exclu, c'est on fait avoir qu'une propriété est vraie, une propriété est fausse. Et c'est équivalent exactement parce que ou bien l'élément est dans l'ensemble, ou bien il n'est pas dans l'ensemble. C'est aussi ce qu'implique le fait qu'on puisse choisir un élément dans l'ensemble. C'est équivalent. Donc refuser le tiers exclu, c'est refuser le choix fini, ce qui est parfois assez problématique. Mais que il y a des gens qui font ça, des gens tout à fait respectables qui ont montré des trucs. Voilà. Problème, c'est que voilà, j'ai défini cet ensemble C, ça, voilà, c'était mon droit, mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Berry. En fait, cette hypothèse est totalement contradictoire. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai 100 caractères et bon, en gros, si je prends de lettres, voilà, des caractères, des espaces inclus, etc. En gros, j'ai au plus 2 puissance 100 éléments là-dedans. Voilà. Donc, c'est très grand, 2 puissance 100, mais c'est fini. Donc, mon très cher ensemble, c'est borné. Donc, je peux dire, par exemple, je dispose d'un élément. Donc, ça veut dire que complémentaire de C, voilà, je sais pas, l'ensemble des traces françaises. Voilà, les traces françaises. Voilà, les
Et je peux même dire que il existe N0 qui représente, donc N0 appartenant à N, qui représente le plus petit nombre de caractères Voilà. Donc, voilà. Donc, N0 ne permettrait pas normalement de décrire voilà, une phrase française. Il existe une plus petite phrase française de ce complémentaire-là. Très bien. Sauf que la plus petite phrase française de moins de 100 caractères, ça fait moins de 100 caractères. Et ça décrit 100. Ça décrit tout à fait cette phrase-là. Mais si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oui, c'est 55 caractères, donc moins de 100 caractères. De plus, oui, d'ailleurs. Ça décrit parfaitement cette phrase. Bon, ça, 54, non. Bref, qu'importe. Ça fait moins de 100 caractères. Et bon, c'est un peu paradoxal. Parce qu'à la fois, il est là-dedans et à la fois, il n'est pas là-dedans. Donc, contradiction. Et donc, on a ce paradoxe. Donc, c'est un peu problématique, mais vous voyez quand même que vous vous dites, mais oui, c'est quoi une phrase française? On n'a pas défini cet objet. Vous voyez très bien que ce n'est pas très, très valable. Et en fait, il faudrait, disons, définir un peu qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire en maths. Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas pour éviter d'arriver à ce genre de paradoxe. C'est pour ça que c'est assez important maintenant d'avoir ce que l'on appelle de dire qu'est-ce qu'il faut, ce que l'on peut dire. Typiquement, les informaticiens, il n'y a pas d'action de compréhension, il n'y a que des types, il n'y a pas d'ensemble, c'est ça. Mais ce n'est pas notre cas, nous, les mathématiciens, on a besoin d'ensemble pour tout. Donc, c'est pour ça qu'on va définir une logique variable. En gros, c'est-à-dire des phrases mathématiques qu'on peut écrire avec pour tout, il existe un unique, avec des parenthèses, plus, multiplier, diviser, les symboles, les lois, des trucs que l'on aura définis explicitement avec, voilà. Bon, après, il y aura aussi application. Voilà. Et si, par exemple, on dit il existe, voilà, là, on arrive dans une logique du second ordre. Si je fais du second ordre, il existe pour tout, machin, là, je suis dans une logique existe pour tout, machin. Là, je suis dans une... Je suis dans une logique du troisième ordre et ainsi de suite. En gros, ça revient à dire, on prend en type, c'est-à-dire on prend un élément de type taux ou un ensemble d'éléments de type taux. Donc, ça revient en fait à faire des parenthèses. Dire qu'il existe un ensemble tel que, donc on a un truc, on définit un type, puis on prend un élément de ce type. Mais ça, c'est juste un terme, si vous avez déjà entendu ça, c'est plus du vocabulaire, c'est pas extrêmement utile. Mais de se dire que, voilà. Du coup, on doit changer l'axiome de compréhension avec
voilà, cette fois-ci, nous appartient A, et F est une formule, ici, F, avec F est une formule du premier ordre, ici. Voilà. C'est-à-dire, on peut définir un ensemble avec une formule du premier ordre, et en faisant des intersections d'ensemble, exactement, ça revient à aller dans des ordres supérieurs. Voilà, en prenant des ensembles dans un ensemble, voilà, on arrive très vite à des ordres assez élevés, mais qu'on peut construire parfaitement à partir d'une logique du premier ordre. Et donc voilà, ça permet d'éviter d'avoir un paradoxe de Berry comme ça résolu. C'est ce que propose Fedge 7 ans après Cantor. Oui, parce que Berry, comme un autre type qui est très connu, ouais, on va voir ça après. Oui, donc ça permet aussi de définir, de définir l'ensemble vide. Donc l'ensemble vide, c'est tous les éléments, peu quelques machins et différents tels que différents lui-même. Bon, ça porte bien son nom, il est vide, mais ça donne une formalisation en forme du premier ordre. Donc, il existe. Donc, personne ne remet en cause cette définition. En fait, même, on verra que ce sera la base du dénombrement assez vite. Et une propriété très importante, c'est que pour tout élément de l'ensemble vide, n'importe quelle propriété est vraie. Voilà, ça, c'est quelque chose de formel. Et c'est-à-dire que l'ensemble vide ne doit pas jamais, lorsque vous faites des vannes, poser de problème. Mais il existe parfois, s'il pose problème en algèbre, il faut vérifier que justement il n'est pas vide. Pour qu'il y ait un élément d'ensemble, il faut pouvoir utiliser l'axiome du choix. Parce que voilà, on n'a pas le droit de dire qu'il existe un élément dans l'ensemble vide. Mais à part ça, l'ensemble vide ne pose pas de problème en termes de propriétés définies, ou si vous faites des suites d'ensemble, qui est très bien par terme d'ensemble vide, il n'y aura aucun problème. Et c'est très très cool, et ça nous servira très bien, ça nous servira beaucoup. Donc, voilà, Russell, c'est un peu comme Berry, sont des philosophes, un peu mathématiciens, sont des philosophes analytiques, et en gros, leur but dans la vie, c'est de remettre de l'ordre dans nos paroles, dans la manière dont on pense, de pouvoir décrypter exactement comment est-ce qu'on pense, de pouvoir écrire ça presque en langage formel, mathématique. Il y a aussi Wittgenstein qui est très connu. Et justement, ils avaient quand même une certaine méfiance vis-à-vis des maths, des mathématiques, vis-à-vis de comment est-ce qu'on formalisait ça, parce que bien sûr, le langage mathématique, c'est un langage, c'est une manière de parler. En fait, même s'ils avaient formation mathématicien, ils n'étaient pas très convaincus par les mathématiciens, et donc, bien sûr, ils essayaient un petit peu de démonter ça. Et donc, c'est pour ça que Russell dit, par exemple, si un barbier, on dit la proposition, un barbier taille tous les hommes d'une ville. C'est-à-dire, en gros, ça, on peut très bien l'écrire en logique du premier ordre. On peut dire, pour tout P appartenant à V, il existe D en barbier tel que B taille P. Voilà. Mais le problème, c'est très bien, très chouette, mais qui va tailler le barbier? Parce que taille n'est pas définie pour voilà. Taille est définie pour tout défini sauf pour B. Or, V appartient à V, donc c'est un peu contradictoire. Ça, c'est, voilà, on peut le traduire en logique du premier ordre, voilà, comme je viens de le faire.
Voilà, ça revient à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il existe, on peut très bien écrire ça comme propriété d'ensemble. C'est une propriété qui s'écrit en logique du premier ordre. Pour tout x, voilà, un élément de même. C'est un peu contradictoire, ne serait-ce parce que x est dans A et pas dans A. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour Russell, la théorie des ensembles, elle a déjà un énorme handicap. Le problème, c'est comment résoudre cet handicap. Parce que c'est une balle, c'est des 6 marches. Évidemment. Alors, en fait, il faut dire que pour ça, on a le droit de prendre des éléments dans un ensemble, mais seulement si l'ensemble est déjà bien défini. C'est-à-dire, on peut prendre que des parties des éléments. Par exemple, lorsque j'ai dit personne et non défini, j'ai pris un élément dans l'ensemble des personnes. Voilà. Et déjà, cet ensemble qui vérifie cette certaine propriété. Une mélétrite, c'est pas en logique du premier ordre, mais on peut écrire une opération, définir l'ensemble Fritz, définir une loi externe entre ça et l'ensemble des aliments, l'ensemble des personnes, l'ensemble des aliments, ou une relation. On peut se débrouiller quand même en logique du premier ordre, je vous rassure. Voilà, la condition de bien définir, voilà. Donc ça marche. Bref. Voilà, c'est ce que je fais. Mais sauf que le problème, c'est que je pars de quoi? En fait, de l'ensemble vide. Voilà. Et donc, pour ça, il faudrait que je puisse utiliser, il me faut d'autres actions, d'autres axiomes. Typiquement, l'axiome d'extension, donc on a déjà vu, qui disent que voilà, les deux éléments, deux ensembles les mêmes éléments, mais aussi l'axiome de la paire. C'est-à-dire que j'ai le droit de choisir plusieurs éléments dans un ensemble. De dire, je peux prendre à chaque fois un couple d'ensemble. Voilà. Et à partir de ce couple, je peux former deux ensembles. J'ai le droit de dire, je prends une union d'ensemble. J'ai le droit de dire, c'est une expression. J'ai le droit de dire, je prends plutôt une intersection d'ensemble, l'axiome des parties. Donc ça donne le stade de Zermelo-Fini. Donc voilà, ça arrive 8 ans plus tard. Bon, à chaque fois, ça se fait quand même relativement vite, mais il faut réfléchir entre le paradoxe, l'ensemble, puis des gens qui corrigent, etc. Voilà. Mais en 1904, au début du XXe siècle, voilà la théorie. Le problème, c'est avec ça, on peut faire des extensions, etc., des trucs finis, mais comment est-ce que l'on peut définir l'infini? N, notre ensemble des entités naturelles, ma foi, il est infini. Comment je fais? Alors, on va devoir faire une petite construction qui va nous permettre de réaliser cela. On va introduire ainsi la relation d'ordre. Je vais garder. Alors, voilà. C'est quoi une relation d'ordre? C'est quelque chose qui permet d'ordonner les éléments. En gros, une relation, c'est quelque chose, c'est un graphe, en fait. C'est un graphe orienté. Par exemple, si je dis que x est plus petit que y, voilà, je peux l'écrire comme ça. Je peux dire, par exemple, si avec l'ordre naturel sur les entiers, je peux dire 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je construis un graphe. Et au passage, une relation qui relie mes éléments entre eux.
Inférieur ou égal. Et voilà. Alors, moi, ce que je veux sur ma relation d'ordre, c'est qu'elle soit réflexive. Par exemple, relation réflexive, c'est-à-dire que si je dis, si je définis par ma relation donc, x, r, y, je veux que x, r, x. Je veux aussi que ma relation soit antisymétrique. C'est-à-dire, par exemple, que si x, r, y et que y Rx, c'est-à-dire que x est égal à y. Typiquement, si chez 2, je veux que ces relations, ces flèches, elles vont que dans un seul sens. Donc, une seule possibilité ici, c'est ça. Voilà. Là, c'est l'antisymétrie. Ou au fait, même pas du tout possibilité. Voilà. Et puis transitive, ça veut dire que si x, r, y, que y, r, z, ça implique que x, r, z. Ça, c'est la transymétrie. Donc là, par exemple, si 2 et 3 à 4, que 2 petit 3 et on a 3 petit 4, alors ça va impliquer que 2 petit 4. Voilà, alors, une relation très naturelle, c'est inférieur ou égal, que l'on connaît. L'inclusion aussi. Voilà, je prends inférieur ou égal. Une autre propriété, si vous me demandez, c'est quoi la symétrie? Ça veut dire que x, r, y équivaut à y, r, x. Si r est symétrique. Donc voilà, ça c'est la définition d'une relation d'ordre. Donc inférieur ou égal sur les ensembles qu'on connaît, sur N, sur Z, sur R, voilà, sur Q. Voilà, ce genre d'information, l'inclusion entre deux ensembles, l'inclusion normale sur des ensembles d'ensembles. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments. Alors, un ordre strict, c'est un ordre mais qui n'est pas transitif. C'est par exemple, typiquement, inférieur strict ou l'inclusion stricte. Voilà, ça, ce sont des ordres. D'ailleurs, c'est des ordres. Un ordre total, c'est-à-dire qu'on peut ordonner tout élément l'un avec l'autre. On peut trouver trouver une relation. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, l'inclusion, ce n'est pas un ordre total. Par exemple, je sais que B est incluant C, B est incluant A, mais c'est là-dedans, je ne peux pas trouver grand-chose en ordre, ni pour A. Donc voilà, ce n'est pas un ordre total. On va dire qu'on ne peut pas comparer tous les éléments à l'aide de notre relation d'ordre. Voilà. Et puis un bon ordre, c'est-à-dire que vraiment toute partie de A possède un plus petit élément. C'est-à-dire que A, c'est un plus petit élément. C'est très vrai pour N, Z, même pour Q. Mais par exemple, vous savez très bien que c'est pas très vrai pour R. Voilà, R, par exemple, voilà. R
inférieur ou égal, moi je prends 0,1. Voilà, c'est pas un bon ordre. Mais en fait, on va voir qu'on a besoin de ce bon ordre et qu'on va pouvoir quand même se ramener à des bons ordres sur n'importe quel ensemble. Vous êtes prêts? Prêts. Alors, pour ça, on a besoin de la notion d'ordinal. Voilà. Donc, ça veut dire que, en gros, un ensemble est transitif si on peut dire de n'importe quel élément qui est un élément de un petit a qui est dans A, qui est un élément de A, alors tout élément de cet élément-là est dans A. C'est une propriété, c'est basique, si machin est inclus dans machin, alors il est dans machin. Voilà. Mais même presque axiomatique comme propriété, vous me direz, mais bon, déjà, vous avez plein d'axiomes qui permettraient de faire ça. Et le problème, c'est que, avec ce que l'on a dit, on pourrait très bien construire des ensembles qui ne sont pas transitifs, a priori. Par contre, on a un ensemble qui est très très cool. C'est l'ensemble vide pour lequel tout est vrai dedans. Là, pour le coup, très franchement, je n'ai aucune question à me poser. L'ensemble vide, lui, est transitif. Voilà. Donc, ça fait un ensemble vide assez cool, bien défini par les axiomes. Voilà, en fait, je pourrais très bien trouver des propriétés un peu bizarres qui vérifient pas ça. Yes. Alors, on va, comme vous allez dire, toute la construction des maths, de tout ce que vous connaissez, elle se fait grâce à l'ensemble. Et avec ces actions-là. Ouais, on va pouvoir construire ce que l'on veut. Alors, un petit exercice. Voilà, on va pouvoir construire tout ce qu'on veut. Alors, un petit exercice, par exemple, si vous voulez construire, développer par votre ensemble vide, par les parties. Par exemple, c'est quoi l'ensemble des parties de phi? Alors déjà, l'ensemble des parties de phi. Bon, c'est l'ensemble vide. Et c'est aussi l'ensemble qui contient l'ensemble. Voilà. Ensuite, donc du coup, si je fais l'ensemble des parties de phi, c'est ce que j'ai pas forcément l'ensemble vide. J'ai donc l'ensemble qui contient phi et forcément. J'ai aussi l'ensemble qui contient l'ensemble l'ensemble vide. Et j'ai également l'ensemble qui contient. Hop, voilà. Là, j'ai l'ensemble par et je vais faire comme ça et vous verrez que le nombre, à chaque fois, je le multiplie par 2, donc ça va croître très, très vite. Et c'est à peu près ça, le principe de la construction des ordinaux que je ne vais pas qu'est-ce que ça pourrait être autant. Mais en gros, un ordinal, c'est un ensemble transitif.
Et si on utilise donc l'appartenance, en fait, l'appartenance est un bon ordre strict. C'est-à-dire qu'on peut à chaque fois appeler les gens un peu comme dans N. En fait, tout ordinal, en fait, N peut se ramener à un ordinal certain. Donc les ordinaux, si vous voulez compter, c'est un 1, 2, 3. Puis ensuite, vous pouvez construire justement, grâce à cette notion, grâce à un développement comme ça et ainsi de suite, vous arrivez à l'infini. Puis vous augmentez l'infini, vous arrivez à l'infini en carré, etc., etc. Et vous arrivez à des nombres très, très grands. Et comme ça, vous pouvez ainsi construire tout, absolument tout ce dont vous rêvez en mathématiques grâce aux ordinaux. C'est ça l'idée. Alors maintenant qu'on a fait cette magnifique construction pour aller à l'infini, il va falloir quand même un peu axiomatiser tout ça. Donc déjà, ce que vous voyez, donc les propriétés de N, si vous réfléchissez un petit peu, je vous laisse le faire en exercice chez vous, faites pause sur cette vidéo, réfléchissez, postez la solution en commentaire et aussi mettez un commentaire si vous ne voyez pas comment on fait. Par exemple, réfléchissez et expliquez-moi pourquoi est-ce qu'un ordinal, comme je l'ai défini ainsi, en fait, N, ça vérifie les propriétés des ordinaux. En fait, pourquoi est-ce que si j'écris 1, 2, 3 sur la figure, ce n'est pas anodin. Regardez les axiomes de Peano et comparez avec une définition d'ordinal. Alors maintenant, du coup, il nous faut pouvoir définir des choses. On a construit les ordinaux et on se dit, on arrive très très loin, au-delà même de l'infini dénombrable qui est oméga, mais on aimerait alors construire tous ces ensembles R, etc. Et pouvoir se dire, j'ai le droit de faire cela, j'ai le droit de construire n'importe quel ensemble que je veux sans trop de problème. Donc, en gros, par exemple, on va dire, est-ce que tous sont des ensembles purs? Les ordinaux, ce sont la construction de plein d'ensembles purs. Mais voilà. Par exemple, mais ça pose plusieurs problèmes. Bon, d'accord, on a l'axiome de l'infini. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire, je prends cet élément, je rajoute à chaque fois un élément et ainsi de suite, je rajoute plein de choses avec des propriétés, etc. J'ai le droit, je peux arriver à l'infini. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un élément, un ensemble, tel que l'ensemble vide appartient à cet ensemble, et pour tout élément à cet ensemble, n'importe quel élément construit avec l'opération X et puis le rajout de l'union d'un singleton, ça existe. En rajoutant ça plus l'ensemble des parties. Un petit peu ce que j'ai fait là avec en disant, voilà, c'est un peu ça. Ça existe et ça permet de construire, de concevoir l'infini et de valider la construction que l'on a faite avec les ordinaux. Et bien sûr, ces formes ensembliers sont à droite avec l'inclusion, avec produit cartésien, des opérations binaires, une application de croix en gros, une application en elle-même, l'union, une partie. Voilà, on a le droit, on peut utiliser tout ça, tout ce qu'on a vu en plus des actions précédentes, tout cela, ça rentre dans l'axiome de l'infini par les ordinaux. Mais par contre, il nous reste encore quelque chose. On a construit des ensembles, certes, c'est cool, mais en fait, il nous reste à voir comment est-ce qu'on peut voir des opérations, des relations entre ces ensembles. Et ça nécessite des fonctions. Alors, comment définit-on des fonctions?
Ça, c'est Frankel. Qui, Zermelo, c'était 1904, Zermelo infini un petit peu plus tard, 1906. Zermelo Frankel, c'est 1920, après la Première Guerre mondiale. Parce que, bien sûr, il manquait des choses. Donc ça permet aussi de se dire, je peux prendre une fonction de choix. Non, pas une fonction de choix, mais je peux dire, par l'axiome de remplacement, je peux prendre des isomorphismes entre les ensembles. En gros, faire des bijections. Et donc, me dire, oui, d'accord, un ensemble bien ordonné, bien, et je peux construire ce que j'ai appelé le cardinal. Intuitivement, c'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Et en fait, c'est, si vous définissez proprement, c'est un cardinal, c'est le plus petit n, tel que cet ensemble est en bijection avec un n, voilà, ensemble, avec 1 et n qui sont les ordinaux que nous avons définis. Et enfin, ça veut dire qu'il nous faut dire que de tout élément, partout, dans tout ensemble, on a l'ensemble qui est inclus dans tout ensemble. Ça, c'est un axiome. Et cet axiome-là, ça veut dire, ça permet de valider la construction. Ce que je l'ai dit, les ordinaux, je les ai construits avec rien, ensemble vide. Et dire, d'accord, mais il y a un ensemble vide partout. Et ça, c'est l'axiome de fondation qui permet de enfin légitimer la construction que je vous ai présentée. Ce sont, et c'est tout ce qu'il faut, vous pouvez représenter l'infini. Et tout l'édifice des mathématiques repose là-dessus. Donc, si Zermelo n'est pas contradictoire, Zermelo-Frankel n'est pas le même. Les axiomes de Peano non plus ne sont pas contradictoires. Et donc, finalement, surtout, sur quoi nos mathématiques reposent. Mais malgré tout, même ce système extraordinaire, il a quand même quelques limites. Bon. Gödel, il dit que en fait, on ne peut même pas montrer l'absence de contradiction à l'intérieur de Zermelo-Frankel, sauf si est contradictoire. En gros, sauf si on en trouve une, à moins d'en trouver une, il n'existe pas de contradiction. Enfin, plutôt à moins d'en trouver une, on ne peut pas trouver de contradiction. Et c'est pareil, hein, sinon sans ça, mais par contre, l'arithmétique, on ne pourrait pas l'utiliser sans Zermelo-Frankel. Donc, Kurt Gödel, c'est un logicien allemand très puissant qui a montré autre chose, qui a montré aussi l'indécidabilité de l'hypothèse de Conti. La motivation principale, on ne peut pas la décider, ça doit être aussi un axiome si on a envie de le faire. Et puis, enfin, tout le monde n'utilise pas la théorie des ensembles au quotidien. C'est très bien pour faire de l'arithmétique, dès qu'on parle d'infini. Mais par exemple, si je veux faire un truc, par exemple, la théorie des types, me dire toutes les fonctions, c'est ce que font les informaticiens et ça marche très très bien et c'est ce qui fait tourner nos ordinateurs et la visio. Voilà, ça tombe le langage calcul, qui est un calcul logique informatique. Et puis le langage des catégories, qui est très inventé par, popularisé par lui, dont on parlera vite fait à la suite de la demande de l'un d'entre eux. Par contre, il y a aussi un autre débat, un grand débat en mathématiques, qui est l'axiome du choix.
L'axiome du choix, c'est-à-dire on a lu le choix fini. On en a besoin, c'est toujours le principe du tiers exclu. Mais que dire, par exemple, de dire je peux prendre une fonction de choix, mais une fonction de choix, par exemple, un choix dénombrable, enfin même infini. Comme là, en gros, je prends n'importe quelle partie d'un élément d'ensemble, sous-ensemble, n'importe quel sous-ensemble d'éléments d'un sous-ensemble liquide, je pourrais le choisir. Et ça implique que tout ensemble admet un bon ordre. C'est-à-dire quelque chose comme on a défini qui vérifie une propriété d'ordre, mais aussi d'admettre un petit élément. En fait, il suffit, même dans R, vous prenez, vous avez remplacé, vous n'avez pas de mine. Enfin, si vous avez juste un mine, vous n'avez pas un petit ensemble d'une partie. Voilà. Mais avec ça, vous pouvez construire un ordre qui prend le mine et qui associe une borne à ce mine. Voilà. Ça, c'est ce que vous assure l'axiome du choix, il assure plein d'autres choses, plein de ordres. Voilà. Et en fait, Bernard-Frankel ne peut ni nier ni affirmer l'axiome. Donc ça doit être aussi posé à part et il est assez disputé, il permet de faire des choses très puissantes, mais il y a des motivations qui se disent, il faudrait quand même qu'on évite d'utiliser l'axiome du choix. Et c'est toujours un jeu d'essayer de se passer dans les constructions de l'axiome du choix. Voilà, ça fait moins d'axiomes et on est toujours content lorsqu'on peut faire moins d'axiomes et faire des trucs plus généraux. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de très différent. On va arrêter de parler de tous ces débats mathématiques qui soulèvent encore des débats de choix, mais d'un truc qui aussi fait des vagues à son époque, mais maintenant, c'est à lui, même ça a toujours été merci réfutable. Et ça avait choqué. C'est ça. Enfin, ça encore, c'est pas le truc le plus choquant. Le plus choquant vient à la slide d'après. Mais, par exemple, il existe des fonctions qui sont contenues nulle part. C'est-à-dire des fonctions, on associe évidemment x, ceci, x, qui applique, on aime bien le définir à peu près explicitement. Je sais pas, expression analytique. Ce que veut dire que la fonction est analytique. Voilà. Et par exemple, on a des fonctions. Ça, en gros, cette fonction-là, je pense que je ne cache rien en parlant de dire que cette courbe a à peu près cette tête. En gros, elle continue partout, sauf en 0. Voilà. Ça, les fonctions, on se dit, en gros, elles ont quelques points de discontinuité, des trucs, ça, mais c'est très rare. En fait, non. La fonction indicatrice de Q, c'est-à-dire Q, quand de R, non. Et à X associe 0 ici, X appartient pas à Q, et 1 si X appartient à Q. Sauf que Q a la magnifique propriété d'être dense dans R. Être dense, ça signifie que je suis un élément de R. Voilà. Je suis un élément de R. Et qu'il suffit que j'aille, que je bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et là, un epsilon. Et
et là, je me retrouve dans Q. Donc, si vous voulez que je traduise cette propriété d'une manière qui va être utile pour montrer que notre fonction indicatrice n'est continue nulle part dans R, la fonction de Dirichlet, je dis, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, pour tout x appartenant à R, non, pas pour voilà. C'est-à-dire que si je sors x, voilà. Ah oui, voilà. C'est pour tout epsilon positif, pour tout x appartenant à R, epsilon kim, donc par exemple 0 inférieur à epsilon, tel que x plus epsilon kim, voilà. Alors, je peux prendre epsilon aussi petit que je veux. Et donc, je mets ça dans F. Et donc, je me déplace aussi petit que je veux. J'arrive sur quelque chose qui est très grand. Voilà. Donc, si vous voulez représenter la fonction de Dirichlet, voilà, vous avez deux lignes. Donc, si je veux montrer que ce n'est pas continu, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rappeler l'hypothèse, peut-être, ça, c'est pour vous demander une démonstration. Je suppose, un grand cri, il y a de commentaires, de pouces en bas. Alors voilà. Montrons donc que ce n'est pas continu. Ouais, c'est très simple. Soit x. Par exemple, je prends soit x appartenant à Q. Et ça va être pareil si je prends x appartenant à R privé de Q. Donc, on a donc pour toutes les simplifiés, epsilon prime epsilon prime appartenant à R epsilon epsilon et pour tout x, on a fixé x et x plus epsilon prime appartient au de Q dans R. Donc, rappelons ce que l'on veut montrer. On veut montrer que f est continue. Une fonction continue, qu'est-ce que c'est? Une fonction continue, c'est dit que f est continue en x. Donc, ça veut dire que pour tout epsilon, epsilon à 0, il existe un alpha strictement positif tel que tout y appartenant à R, par exemple, dans l'ensemble de définitions, ici, alpha
bah là, typiquement, je prends epsilon à nu. Donc, si ce que je veux montrer, c'est nier la propriété. Comment on nie une propriété? On remplace les pour tout par x. On dispose d'un epsilon positif. Tel que pour tout alpha plus grand que 0, oui, d'ailleurs, donc, une fonction continue, c'est une fonction dont on se déplace à trop, tel que x moins y est plus petit que alpha et F2 est strictement plus. Bah, par exemple, je prends un epsilon égal à mu. Alors, c'est-à-dire que pour n'importe quel alpha, je trouve un x, un y. Par exemple, je prends un epsilon, n'importe quel. Là, ici, là, c'est tout à fait le cas. Parce que je prends aussi, donc pour n'importe quel epsilon, donc ça vient pour alpha, epsilon égal à mu. Ouais, c'est un photofacteur. Là, je prends alpha. Et donc, que je dispose d'un y. Et donc, là, ici, je dispose de ce y. Et ici, si je fais f de x plus epsilon f de x, ça veut 1. Ici, voilà. Moi, j'ai montré que ce n'était pas continu sur tout x rationnel. Et je fais exactement la même chose sur tout x irrationnel parce que aussi Q est dense dans R, mais R privé de Q est aussi dense dans R, donc j'utilise exactement la même propriété et je me retrouve avec le résultat désiré. Maintenant, encore plus choquant, ce sont ces fonctions de Riemann. Alors Riemann, il trouve que des fonctions dérivables, mais cette fonction-là, qui présente, elle est dérivable seulement en quelques points. C'est-à-dire qu'elle est continue partout. Voilà, c'est une somme continue, bornée, tiens, problème, là encore, la continuité, voilà. Ouais, je vois bien. Ça, c'est la converge. Ce que la série converge aussi. Donc elle continue, mais le problème c'est qu'elle est dérivée seulement en x égale p sur qi avec pq premier. Parce que c'est les seuls endroits où on peut faire en sorte, en calculant la somme de la série, que ça ne va pas trop vite. Alors même, Weierstrass pose pour n'importe quel AB plus grand que 1, c'était raffiné par 10, cette fonction-là, elle est continue nulle part. En fait, même, si j'ai envie un petit peu de m'amuser, je pourrais même construire une fonction continue et une fonction continue dérivée nulle part. Voilà. Je peux dire même que toute fonction, n'importe laquelle, elle est limite uniforme de fonction contenue par dérivable, et que même
l'ensemble des fonctions dérivables est de mesure nulle, c'est-à-dire c'est rien, dans l'ensemble des fonctions continues. Dire que j'ai non seulement l'unité en continuité, la densité, non, de ça, mais nulle. Bref, en fait, nous sommes environnés de fonctions continues. C'est-à-dire que mesure nulle, c'est-à-dire que si vous prenez une fonction continue au hasard, un sac de fonctions continues, vous avez une probabilité 1 de tomber sur une fonction dérivable nulle part. De tomber sur une fonction continue. Un dérivable. Une probabilité nulle de tomber sur une fonction dérivable. Une probabilité 1 de tomber sur une fonction dérivable nulle part. C'est fort, non? Ouais, c'est grand. C'est impressionnant. En fait, même, je pourrais tout à fait, voilà, je ne vais pas, je suis un petit peu à court de temps, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais vous pouvez regarder, d'ailleurs la démonstration, en fait, vous n'avez pas à aller chercher bien loin, vous regardez sur Wikipédia, vous trouverez aussi ces exemples-là. Et une démonstration, voilà, si ça vous intéresse. Non, je vais plutôt vous parler de la flore locale de cher Nicolas Bourbaki. Non, Nicolas Bourbaki, vous vous en doutez, c'est un groupe. C'est aussi le nom d'un général de Napoléon. Le nom vient de là, et même nos chers amis, certains ont même fait des retraites, justement, aux dirigeants. Qu'est-ce qu'il racontait ça, je ne sais pas. Alors, l'histoire du groupe a été fondée en 4 par André Weil et Henri Artan, qui discutaient de choses et d'autres, et ils se plaignaient notamment de leurs cours. Ils se disaient, nos cours, on n'a que des vieux manuels qui datent d'avant-guerre, tous les jeunes ils sont morts pendant la guerre, et on n'a pas de trucs modernes, bien rigoureux, bien construits, carrés, comme tout mathématicien aime. Et donc, ils se sont dit, si ça n'existe pas, il faut qu'on le fasse. Et donc, ils ont voulu reconstruire quelque chose de parfaitement rigoureux. En fait, avec une construction extrêmement moderne. Et ils ont rendu, disons, la lecture, les théorèmes, les preuves, la construction mathématique, tout s'enchaîne dans Bourbaki avec une unité extraordinaire, avec des petites démonstrations. Et c'est ça qui fait un travail énorme de trouver l'enchaînement parfait. Le problème, c'est que ce cours qui est totalement anti-bourbakiste dans sa forme, je ne veux pas dire que je n'aime pas Bourbaki, merci bien. Surtout qu'ici, nous sommes dans le temple de Bourbaki, dans le lieu où ça a été créé, dans le siège encore aujourd'hui du groupe Bourbaki, enfin, de ce qu'il en reste. Et donc, oui. Et donc, André Weil et Henri Cartan, ils discutaient et ils ont dit, bon, on peut le faire. Et ils ont trouvé des amis pour le faire. Il y a la philosophe Simone Weil qui est aussi une salle, Henri Cartan, elle pourra être salle. Oui, Simone Weil, c'est la philosophe, on va rien à voir avec cette philosophe. Hélas. Et André Weil, je crois aussi qu'il fait une salle ici. Cartan, il a le droit à la cour en salle de masse. Après Henri Galgo. Donc, ouais, c'est après.
Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ils ont publié à Lille les éléments mathématiques. C'est Dieudonné qui en était la plume au départ. Pour le groupe, ils réfléchissaient. Alors, d'abord, ils ont publié la théorie des ensembles, un fascicule de résultats, parce qu'il fallait bien commencer par là, tout fonder les choses rigoureusement, même si c'est fastidieux et même si ce n'était pas leur propre plaisir. Ensuite, ils ont fait de l'algèbre, ils ont expliqué la théorie des groupes, la topologie générale, les fonctions de variables réelles, ils ont reconstruit R, espace vectoriel topologique. L'intégration avec notamment une nouvelle version de la théorie de la mesure, par Grothendieck, vous avez fait quelque chose. Ah oui, d'ailleurs, j'avais totalement oublié, en parlant d'intégration, je crois que la dernière fois, vous étiez un petit peu en reste en termes de définition de probabilité. En fait, une définition moderne qui est très liée avec l'intégration et ce qu'on appelle la théorie de la mesure, l'intégrale de Lebesgue. En fait, voilà. C'est donc en fait une mesure, ce qu'on parle même une mesure mu, mesure de probabilité. Donc, il y a trois propriétés à vérifier. C'est que mu de oméga, de tout, de probabilité sur oméga espace probabilité. Donc, taux, c'est l'ensemble des événements. Taux, c'est ce qu'on appelle l'attribut. C'est en gros, qu'est-ce qu'on a le droit de mesurer. Classement, c'était de oméga, mais laquelle, c'est la fameuse mesure de probabilité. Ce que je veux, c'est que mu de l'union jointe des AI, donc avec des AI des parties de avec donc AI des éléments de l'attribut. Ça me met une et puis et aussi je veux que ce soit positif. Donc ça, voilà, je définis, c'est ça. Donc, Grothendieck est une façon encore plus moderne de faire la théorie de la mesure qu'il a exprimée dans le fascicule sur l'intégration de à sa période d'activité. Puis ensuite, après, c'est des trucs beaucoup plus modernes. La topologie algébrique, c'est vraiment leur dernier théorie spectrale. C'est assez lié au départ, c'est Fourier qui a commencé à faire ça. C'est une décomposition de fonctions réguliers, access développé, job commutative. Voilà, c'est faire des choses autour des corps, des modes commutatifs, etc. Des variétés, tout ça, c'est de la topologie. Et donc, dans ces livres, se sont enchaînés grâce de belles publications. Je ne vais pas rentrer. Mais voilà, ce qu'il faut peut-être retenir de l'apport de Bourbaki, autre qu'ils ont énormément changé les gènes, une influence considérable, ils ont donné, disons, un peu, ceux qui ont donné maintenant le calcul des mathématiques, quelque chose de particulièrement bien construit, qui s'enchaîne, sorte un scénario parfait,
sans rebondissement spectaculaire, mais où tout est naturel, au fait, sans ce qui est un coup de théâtre, un homme qui était mort il y a longtemps, qui revient, ou quelqu'un qui s'en va. Voilà, ça, c'est une belle narration mathématique. Mais surtout, ce qui est important, c'est la notion de structure. C'est ça qu'ils ont introduit. Donc, une structure très fine, par exemple, ça va être, en gros, comment est-ce que je classe mes éléments? Comment est-ce que j'ai des éléments dans un ensemble et comment je les organise? La structure très très fine, ça va être de considérer toutes les parties de ces éléments, de les classer comme ça. Structure grossière, ça veut dire c'est tout ou rien. Mais aussi, je peux créer une structure avec une relation d'ordre, comme on l'a vu, mais avec aussi une autre relation binaire, comme j'ai envie. Je peux aussi faire des tas, dire si tel élément, si on vérifie cette propriété, on vérifie en fait dans de relations d'équivalence, par exemple, si deux matrices sont semblables. Typiquement, voilà, je fais des tas entre les nombres inférieurs ou égal à 2, les nombres entre 2 et 4, les nombres, etc. Voilà, là j'ai une classe d'équivalence, donc j'ai des tas. Voilà. Donc, ensuite, j'ai des structures par des noms internes, piliers, points, typiquement par des noms externes, plutôt points qui permettent de formuler des espaces vectoriels dont on parle actuellement. Ou je peux structurer les choses par une application, donc par exemple pour l'espace linéaire, pour du scalaire, une norme, une mesure. Donc tout ça, et même souvent même plusieurs choses à la fois par topologie, donc ça c'est plutôt des morphismes. Voilà. Là, c'est vraiment cette idée fondamentale de tout voir comme des structures. Et c'est une notion maintenant en mathématiques aujourd'hui qui est fondamentale. Quelle influence pour Bourbaki? On a déjà parlé de ce qu'ils ont fait. En termes de l'édifice mathématique, la construction repose beaucoup sur eux, même s'il y a des maths après, heureusement, et que maintenant, Bourbaki est relativement développé. Enfin, ils ont un peu passé de mode, et que les développements, plein de développements disciplinaires qui sont en dehors de Bourbaki. Mais disons qu'un beau cours, les standards de vous faire un bon cours de maths, c'est pas du tout ce que moi je fais en ce moment. C'est un cours très structuré, organisé. Les choses en petit à petit. C'est ça, les cours d'Antoine Ducrot, par exemple. Voilà, ça, c'est un bon cours de maths. Ensuite, la réforme des mathématiques modernes, ça a été commencé en 1957. Il y a eu des réflexions sur comment justement enseigner ces notions de structure, d'algèbre aux jeunes enfants. Le problème, elle a été mise en place en 76-73 en France, puis ensuite ça a disparu totalement jusqu'en 83. Mais c'est Newmark English. Elle a eu une influence mondiale. Les membres du groupe qui ont travaillé dans la rédaction des programmes. Le problème, moi, personnellement, je trouve cette réforme très très chouette et je regrette de ne pas avoir eu ça, pas d'avoir découvert ça qu'on prépare. De toute façon, mais le problème, c'est que les 70% des professeurs à l'époque n'étaient pas formés pour. Donc, c'était assez difficile pour eux d'enseigner ça, donc de faire comprendre ça aux élèves, et comme ce n'est pas non plus des notions assez abstraites, quand même difficiles. C'était un peu un échec, que les parents non plus ne comprenaient pas, ils pouvaient être des enfants, les enfants
bref, c'est abandonné petit à petit, hélas. On peut regretter aussi qu'il parle très peu de logique, de probabilité, catégories qui sont fondamentales en géométrie algébrique, qui permettent de voir les propriétés d'une nouvelle manière, proposées par Grothendieck. C'est pour ça d'ailleurs que le groupe était assez peu enthousiaste vis-à-vis de cette idée, et donc ils ont dû renoncer à ça. Et donc Grothendieck a cassé la porte. On doit notamment aussi les symboles dans la structure, les bijections, c'est-à-dire dans l'injection et surjection. Bijection, c'est une fonction qui est à la fois injective et surjective. Une injection, c'est-à-dire que pour chaque élément, chaque élément a un unique antécédent, et surjectif, c'est que tout élément de l'image admet un antécédent. L'ensemble d'image admet un antécédent, une injection, c'est les deux à la fois. Évidemment, le symbole complémentaire qui est très peu utilisé, bon, c'est une marque un peu baptiste, mais donc complémentaire, par exemple, de Q dans R, bah, ça c'est un symbole bourbakiste. On leur reproche aussi à très peu de dessins, sauf lorsque ce ne sont pas des Français qui font le truc, que bon, la pédagogie, ils vont les choses petit à petit, mais ils ne vont pas expliquer, disons, intuitivement, ils vont faire de l'attention, mais ils ne vont pas expliquer intuitivement ce que ça veut dire, disons, moralement, ce que font normalement les professeurs pour bien faire comprendre les choses. Puis bon, c'était des jeunes qui voulaient un peu bousculer, refaire des trucs bien pour eux, etc. Mais après, ils sont vieux, et donc d'autres jeunes ont dit, bon, on veut prendre la place, ça crée des conflits. Ouais, et ça, plus il y a eu aussi des problèmes avec leur éditeur. Et c'est pour ça que le groupe a eu peu d'activité, puis ils ont repris récemment. Voilà. Voici un désaccord principal du groupe Bourbaki. J'ai écrit ici la définition, mais je vais aller très vite dessus. Donc, l'idée, c'est de dire tout est morphisme. J'ai une classe, je ne sais pas trop ce que c'est une classe, ce n'est pas un ensemble, parce qu'il y a une classe des ensembles. Par exemple, dans la classe des ensembles, justement, les morphismes, ce sont les bijections. Sinon, dans les groupes, ce sont les isomorphismes, les anneaux, les morphismes d'anneaux. Ouais. Voilà. Je peux prendre des classes, et ça permet, par exemple, de dire la propriété générale que ça commute. Voilà, ça s'écrit de manière universelle avec un langage de catégorie. C'est un peu le départ. Voilà, donc il est sorti par R, donc l'ensemble de prendre en fait l'ensemble des classes d'équivalence, c'est-à-dire un rassemblement de chaque personne, en gros, l'ensemble d'états. C'est ça l'ensemble quotient. Maintenant, des applications des mathématiques, j'en cite des deux qui sont absolument pas les applications, on va dire, les plus connues, mais qui sont des applications que je trouve marrantes, j'en cite d'autres. Je travaille un petit peu là-dessus, même, là-dessus. C'est l'idée de comment dire, par exemple, là, comment est-ce que le temps il peut dire qu'il a de bons gènes. Le problème, il fait la roue. Le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux de faire la roue, parce que ça fait une queue, ça va lentement, c'est d'ici des chapeaux prédateurs, et donc ça. Et donc c'est une manière, disons, de dire le signal honnête, c'est-à-dire que je peux, dans la nature, logiquement, c'est-à-dire que je peux supporter ça, donc voilà, c'est un coût, donc j'ai des bons gènes parce que malgré cet handicap, je peux survivre. Ça, c'est par la nature. Mais aussi, cette théorie, elle a des applications chez nous. Par exemple, sur le signal honnête, comment savoir si, en voyant le comportement d'une personne dans une situation donnée, savoir si ça vaut le coup de coopérer avec elle ou pas.
dans une autre situation. Bah ça, par exemple, je vais modéliser ça, je vais utiliser ce qu'on appelle la théorie des jeux, créer des matrices de gains, voire faire une ignoration, voir par exemple s'il y a un seuil critique, un temps critique. Voilà. Et donc, en fait, ça permet, les mathématiques permettent d'utiliser, avec aussi l'optimisation derrière, d'utiliser, de comprendre les comportements humains. Et un autre truc aussi qui est assez lié, qui a valu le prix Nobel à Arrow, entre autres, c'est ce qu'on appelle le théorème d'Iquitature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'élection en faisant des classements qui vérifient ces bonnes propriétés-là, et donc ça fait à d'autres formes d'élection, sans classement, donc ce n'est pas l'élection qui existe aujourd'hui dans le monde, ou même au tirage au sort. Donc ça se montre en utilisant juste des règles logiques sur relationnel des inclusions. Mais de manière absolument triviale, c'est pas très non plus. Vérifiant donc les propriétés d'universalité, c'est-à-dire qu'il y a un ordre total, qu'on peut faire un ordre total des candidats, on peut comparer tous les candidats. Une équitature, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une seule personne qui peut faire les choix pour tout le monde. Unanimité, c'est-à-dire que si un candidat est préféré par la majorité des gens, ben, il est choisi. Indépendance des options non plus pertinentes, ça c'est souvent un truc qui coche, qui pose problème, c'est-à-dire qu'en votant pour une personne, on n'influence pas le résultat sur des gens qui n'entrent pas dans le choix. Typiquement, en décidant de voter François Hollande, on n'influence pas le choix de François Bayrou. Les voix, ce qui arrivera à François Bayrou, sauf que c'est le cas parce qu'on se dit on vote petit parce qu'on ne veut pas que ça arrive, par exemple, en 2012. Et si on aurait fait un autre mode de scrutin, c'est moins Condorcet, on aurait eu Bayrou. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, moi je ne me prononce pas sur la question. Mais voilà, ce qui montre qu'il y a eu plein de résultats, il y a même si vous regardez la statistique avec Oscar chaîne, une petite vidéo super mignonne, qui dit avec 5 systèmes d'élection, on arrive à chaque fois à 5 résultats totalement différents. Voilà, c'est une illustration de ce problème du théorème d'Iquitature. Donc ça se montre avec des maths et juste en utilisant ce que l'on a vu dans la construction systématique d'ensemble. Alors, si par la recherche, je ne vais pas rentrer du tout dans une telle administration, à part qu'il y a des trucs très stylés, en fait, qui veut dire qu'on a encore besoin d'une autre action pour faire ça. D'avoir des noms qui sont encore plus grands que l'ensemble des applications alimentaires. Des noms vraiment très très grands qui ne sont absolument pas constructibles par l'action de l'infini et les ordinaux comme je l'ai fait, des ensembles encore plus grands et voilà. Donc, qui ont été découverts par Weiss et qui permet de montrer le dernier théorème de Fermat, sauf qu'il y a une partie de ce théorème fait dans l'article publié, bon, il y a un peu sur un truc, il y a un truc échappé. En fait, certains disent que 70% de ce qui est publié en maths aujourd'hui est faux et que les petits revenus ne sont pas assez puissants pour pouvoir traquer parce que, disons qu'on est arrivé aujourd'hui en maths à un niveau de recherche en maths fondamentale qui est très très élevé, même s'il reste encore des choses à découvrir. On travaille pour les figures chercheurs en maths, mais il y a des choses où très peu de personnes ne peuvent comprendre. Et c'est un des biais de la recherche mathématique, de parfois dire bon, je ne vais pas tout écrire, créer des démonstrations, il y a des existences. Et voilà, en gros, voilà le problème de ça, de la fonction zeta de Riemann. Donc, on a vu.
NS. Voilà. Donc, par exemple, calculer la fonction zeta, on sait faire pour le S pair, mais pas trop pour les S impairs. On a d'autres manières de calculer algébrique avec des S un peu surprenants. Mais par exemple, l'hypothèse de Zeeman qui dit que les parties imaginaires, elles sont un peu petites qu'un demi. Si on considère S, en fait, on prend S imaginaire, voilà. Ça n'a pas été montré, c'est un des trucs gros. Conjecture de Schinzel, c'est de dire que je prends n'importe quel nombre entier pair et les sommes de deux premiers, par exemple 8 égale 3 plus 5. Voilà, c'est un truc à montrer. Exemple, en conjecture de Goldbach, ce sont les nombres égyptiens, c'est-à-dire que n'importe quelle fraction rationnelle peut s'écrire 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Avec même quelque chose de plus généralisé, hypothèse qu'il existe une infinité de nombres Fibonacci. Voilà, ce sont des trucs, les résultats, ils n'ont pas encore été, qui restent ouverts. Donc, qu'est-ce que le cours vous a apporté? N'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, au passage, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube des cours aux Ernest et à la club pour voir d'autres vidéos en maths et dans nos matières qui sont réalisées par des cours faits par Normalia pour les personnes qui ne viennent pas de leur discipline. J'espère que ça vous a plu, que cette histoire des mathématiques vous a plu. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est que le fait des maths, c'est dur. Il faut être rigoureux. Les mathématiques, c'est une histoire longue. Enfin, vous voyez, je vous ai raconté quand même 5000 ans d'histoire des mathématiques. Vous voyez, l'évolution entre moins 3000, les premiers rudiments de lettres, et aujourd'hui, à faire de la topologie algébrique. Bon, voilà, avec une grosse évolution dans ce dernier cours qui représente 150 années, ça va encore évoluer. Mais en fait, tout existe déjà. C'est toujours l'idée du mélange de trouver des propriétés sur des trucs seulement abstraits. C'est rien, mais qui par contre, l'incidence même sur le monde réel, sans qu'on s'en rende compte, qui permet de trouver des trucs. Voilà. Si vous jetez un coup d'œil à l'illustration de Veils, c'est une propriété simple, connue, et elle utilise des objets. Voilà. C'est une sorte d'exploration, ça, un voyage en même temps. Non, voilà, il faut être inventif, mais à la fois savoir dire non, se dire ah peut-être que en fait l'hypothèse elle passe ou se dire ah oui, est-ce que c'est évident ce truc? Ah peut-être pas. Hein. Donc il faut savoir voilà, se dire non aussi à soi-même lorsqu'on fait des maths. Merci beaucoup d'être venu là et allez voir nos Ernest. Et j'espère à très bientôt, en espérant pouvoir d'autres cours plus nombreux et je l'espère en présence. À bientôt. Et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et de vous abonner au cours d'Ernest.